Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, l'émission où on donne la parole aux hommes et aux femmes qui font la France d'aujourd'hui, ses valeurs, ses savoir-faire, ses territoires, ses industries. Ici on célèbre la créativité, l'innovation, mais aussi l'engagement de remettre la production, les emplois, la transformation sur le sol français. On sait à quel point ce n'est pas évident. Aujourd'hui on va justement partir à la rencontre d'une entreprise emblématique de cette ambition, le Slip Français, qui a été fondé en 2011 par Guillaume Gibaud, cette marque de sous-vêtements fabriqués 100% en France, qui est devenu un symbole de la réinvention de l'industrie textile. Vous allez comprendre. On en parle tout de suite avec notre invité. Sud Radio, c'est ça la France. Et nous sommes avec Léa Marie, qui a rejoint Guillaume Gibaud à la direction générale du Slip Français. Bonjour Léa. Bonjour Nathalie. En 2024, vous avez rejoint cette belle aventure. Alors, c'est vrai que c'est une entreprise assez incroyable qui a su constamment se réinventer. Vous ne chômez pas au Slip Français. Il ne faut pas. Alors, c'est une entreprise qui continue de se battre pour produire sur le territoire, pour faire en sorte d'être les plus compétitifs avec, vous le verrez, des prix qui concurrencent le Made in ailleurs. En 2022-2023, pour faire un petit historique, on a eu ce problème, les ventes qui ont commencé à reculer de 10% pour l'entreprise, selon la presse, si je ne me trompe pas. Et donc là, il a fallu déjà réagir. On sortait du Covid, voilà, c'était pas évident. Et là, le premier réflexe du Slip Français, ça a été déjà de réduire le nombre de références, de réduire le nombre de produits, de tout simplifier et baisser le prix. Et baisser le prix. En fait, moi, je suis arrivée au Slip en 2021. Après, j'ai toujours fait... 2021. Pardon, j'ai dit 2024. Non, mais c'est pas grave. Je me trompe. Depuis que j'ai 6 ans, je couds. Je suis passionnée de couture. Je me suis battue pour aller en BEP couture, ce que mes parents ne voulaient pas. J'ai fait des études d'ingénieur dans le textile et puis sortie en 2000, diplômée, prête à prendre tous les jobs dans la couture. Moi, on me dit, il n'y a pas de boulot en France, donc je fais 20 ans d'Asie, dans les meilleures usines, les plus productives du monde. Et je reviens en 2019, le Covid arrive, et on se bat contre ce Covid, et on fabrique des masques sur le territoire, et c'est à cette occasion que je rencontre Guillaume. Et donc, je rejoins Guillaume en 2021, je découvre effectivement une entreprise qui fait une communication de dingue. Incroyable. Voilà, mais qui vend des sous-vêtements à 40 €. Et qui devient quand même très, 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 très cher par rapport au prix de marché. On sort du Covid, on croit que tout va fonctionner, comme beaucoup de gens, et finalement, ça ne fonctionne pas. Et les usines que je rencontre en France sont des usines qui ont été délocalisées, donc des dirigeants qui ont peur de réinvestir, ce qu'on peut comprendre, qui ont cette crainte que ça ne dure pas. Et finalement, je n'arrive pas vraiment à les rembarquer, à parler en secondes quand ils parlent en minutes. Et moi, j'ai été, bien sûr, matrixée à la seconde. Parce qu'en Asie, on traite la seconde, on traite le temps et tout est possible. J'arrive pas à remettre cette culture sur le territoire. Et donc, on fait un premier essai en 2023 face à une première décroissance de lancer une opération de 50 000 sous-vêtements en précommande à 20 €. Donc, on passe de 40 à 20. Et on dit, on lance. Qui veut commande. Et en 3 semaines, on vend les 50 000. C'est fou. On est submergé, sauf que pour fabriquer ces 50 000 qu'on confie à Éminence, l'usine d'Éminence dans le sud, il faut 6 mois. Vous imaginez si à chaque fois il faut attendre 6 mois. Mais ça veut dire qu'il y avait une envie d'acheter, mais plus la possibilité de mettre 40 € dans un slip. Voilà, exactement. Donc les Français sont là, disent OK, mais le temps est trop long pour fabriquer. Et le temps est trop long. Ouais. Donc on prend le marché, on comprend qu'il est présent. Donc comme en Asie, on se dit si le prix de marché c'est 20 €, alors il faut construire une usine qui répond à un prix de revient qui correspond à ce prix de marché, et on crée l'usine Bonne Nouvelle à Aubervilliers. Et ça commence comme ça. En 2024, on divise les prix par 2, on passe de 40 à 20 de façon pérenne, et les Français nous suivent. On fait une année incroyable. On vend les 400 000 pièces en 6 mois, et en parallèle, on est très pragmatique. On se dit, OK, en fait, on répond à un marché qui est plutôt un marché de l'équipement, de l'intimité de l'homme, parce qu'on a une marque de sous-vêtements hommes, on fait de la femme, mais plutôt de l'homme. Et l'homme, il achète ses sous-vêtements en ligne, sur Internet, le dimanche soir, dans son canapé, par l'eau de cette bleu marine. Désolé messieurs, je ne veux pas vous vexer, mais c'est quand même tout à fait ça, ils se reconnaîtront. Et donc, on décide de fermer nos boutiques et de se dire, en fait, les hommes, ils ne vont pas acheter leurs sous-vêtements en boutique. Il nous reste aujourd'hui 3 boutiques. On gardera une très, très belle boutique avec une expérience client à Paris. Et donc, on sort une super année 2024. En 25, on reproduit
les faits en se disant si on a divisé les prix par 2 sur les sous-vêtements, on va le faire sur les t-shirts et les pyjamas, et on recommence, et le client est à nouveau là, et on rentre en grande distribution en se disant que le premier émetteur sur le marché de sous-vêtements, c'est la grande distribution. Moi, j'ai travaillé 20 ans pour la grande distribution, et on rentre chez Carrefour, Leclerc, Intermarché, à un prix dans un premier temps à 29,90 les 2 sous-vêtements, qui sont les mêmes sous-vêtements en qualité que ce qu'on fait nous au slip. Et là, en décembre, on rentre chez Carrefour à 29,90 les 3. Donc on passe en dessous de 10 €, prix de vente public TTC. Ce qui est fou, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'industrie française, elle est capable de répondre à un prix de marché si elle réfléchit dans le bon sens. Mais pour ça, il faut s'adapter, il faut repenser sa façon de travailler, il faut automatiser davantage. C'est ça aussi l'usine Bonne Nouvelle. Exactement. En fait, on peut imaginer qu'il faut construire une usine en mettant en avant le premier outil de production. Alors, au Bangladesh, le premier outil de production, c'est la machine, puisque la matière première, elle vaut plus cher que la main-d'œuvre. Ouais. En France, la main-d'œuvre, elle vaut plus cher que la machine, et c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on va tous bien, qu'on est soignés, qu'on a une éducation gratuite, et qu'on est un pays libre. Une fois qu'on s'est dit ça, si le premier outil, c'est l'homme, alors il est au cœur de nos préoccupations. Et on a construit comme ça Bonne Nouvelle en se disant, comment l'homme peut être heureux chez nous ? Donc, ils ont 2 heures de yoga obligatoire par semaine. Ils ont 4h30 de cours de français par semaine, parce qu'on est dans un bassin d'emploi où il y a beaucoup d'immigration, et il faut que nos salariés se sentent libres dans leur pays d'accueil, en tout cas, et dans la façon de s'adresser à eux, c'est important. Et en fait, on s'est dit, quand l'homme n'a pas de valeur, on va automatiser. Sa valeur, ce sera d'accompagner l'automate, et cette usine est semi-automatisée. Toutes les tâches récurrentes où l'homme n'a pas de valeur ajoutée, c'est des machines qui le font, et l'homme apporte sa valeur en surveillant l'outil, en le programmant, en changeant. C'est quoi les corps de métier alors aujourd'hui, et combien de personnes travaillent aux usines Bonne Nouvelle ? Alors dans l'usine Bonne Nouvelle, aujourd'hui il y a 50 personnes, elle existe depuis 2 ans, donc c'est incroyable d'avoir réussi à monter cet outil. Les machines qui sont là pour faire des choses automatisées sont plutôt des ceintures à couper, l'assemblage de la ceinture sur le sous-vêtement, des ourlets, là où il n'y a pas de savoir-faire, vraiment. Les choses que n'aiment pas faire les hommes, qui sont difficiles. Les opérations de marquage aussi. Voilà. Et c'est cette mixité qui fait qu'aujourd'hui, on produit 3000 sous-vêtements par jour. Donc, on est la première usine de sous-vêtements de France en capacité de fabrication en 2 ans. Donc, en fait, c'est vraiment possible. Juste, on a perdu cette culture. Ouais. Et alors du coup, il y a le slip, vous l'avez dit, donc on a réduit les coûts grâce justement à ce nouveau process qui a été mis en place avec l'usine Bonne Nouvelle. On a réduit les références parce qu'on se rend compte que les hommes, on a du bleu marine, du noir, du blanc, ils sont contents. Exactement. Pas besoin d'en avoir plus. Voilà, un peu d'imprimé parce qu'il y a un peu de fantaisie, il faut les faire venir, il faut les appâter. Mais quoi qu'il arrive, mettre beaucoup de bleu marine, ouais. Et du coup, il y a eu cette envie de faire la même chose avec le t-shirt. C'est ça. Vous proposez aujourd'hui un t-shirt à 7,90 €. Comment arrive-t-on à produire aujourd'hui en France un t-shirt 100% made in France 100%. Ouais. À 7,90 €. En coton bio. En coton bio. Parce que je voulais qu'il soit parfait. Comment on fait ? Toujours pareil. On se dit que on a franchi une première marche, on a 14 ans, on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on répond bien au marché B2C, on a à nouveau maîtrisé notre marché B2C. Sauf que, si on veut taper à très grande échelle, et c'est notre rôle, donc nous on est entreprise à mission, et notre mission c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française. C'est bon, c'est fait. Si on veut réinventer à grande échelle, toujours avec notre panache l'industrie textile française, il faut des volumes à plus grande échelle. Et le marché du B2B, d'équipements, des salariés, des vêtements de travail, des vêtements d'image, c'est un marché à plus forte échelle et il n'y avait pas d'offre Made in France compétitive. Voilà. Et donc, de façon intuitive, on se dit, si on sait faire des slips avec un prix accessible, on saura faire des t-shirts et pareil, on a réfléchi de la même façon. On a regardé le prix du Portugal, qui est notre premier concurrent, et on s'est dit, on doit être très très proche du prix du Portugal. Donc le Portugal arrive à fournir un t-shirt à 6,90 € hors taxe, matière portugaise, confection portugaise. Nous, notre meilleur prix, c'est 7,90 € qu'on arrive à faire. Matière française, tricotage français, teinture française, confection française, et bio en plus, ce que fait pas toujours le Portugal, à 7,90 € aujourd'hui, et sûrement que s'il y a des volumes, on arrivera au prix du Portugal. C'est dingue de se dire qu'il a fallu attendre 2025, 2026 quasiment, pour pouvoir avoir une industrie qui propose un t-shirt fait sur le territoire à un prix totalement compétitif.
comment se fait-il que c'est pas été développé avant ? Mais- Est-ce que c'est un manque de volonté ? Oui. Est-ce que... Ouais, et même juste d'y croire. Je pense que n'importe qui, aujourd'hui encore, quand vous parlez de Made in France, dit « Oh là là, mais ça marchera pas ». Voilà, ça y est, c'est enterré d'avance. C'est vraiment culturel. Les Chinois ne se posent pas cette question. J'ai eu plus de non en 5 ans en France qu'en 20 ans en Asie. Non, c'est pas possible. Mais qui dit que c'est pas possible ? Mais impossible n'est pas français. Mais bien sûr, et en plus, même d'un point de vue pragmatique, dans tous les pays en voie de développement, pour pas dire pays pauvres, on monte des ateliers de couture. Ouais. Dans un pays riche, on monte pas d'ateliers de couture. Je vous donne juste quelque chose qui m'a fait quitter le Bangladesh. En 2019, il y a des émeutes très très fortes au Bangladesh. Les Bangladais descendent dans la rue et on peut mourir quand on descend dans la rue au Bangladesh. Et le gouvernement bangladais dit on va multiplier les salaires par 2. Non mais attendez, on se dit oh, bah, c'est super. Macron, le jour où il dit on multiplie les salaires par 2, vous imaginez ? Je me dis c'est trop bien, enfin ce pays va vivre de son industrie. J'appelle mon usine la plus importante avec qui j'ai des échanges depuis toujours et je lui dis super, ton pays va vivre de son industrie. Et il me répond tu sais, on n'est pas en France, on pense pas à décorer nos maisons, maintenant qu'ils n'ont plus faim, ils vont plus venir travailler. Et je vomis cette phrase. Je me dis, en fait, je vais pas sauver le Bangladesh, je vais pas sauver le monde, je vais retourner travailler en France. Mais finalement, aujourd'hui, si elle fait écho, cette phrase, on n'arriverait pas à rebâtir en France parce que le frigo est plein et qu'on n'a plus envie de travailler. Voilà, ça fait vraiment réfléchir. Là, ça veut tout dire aussi. Ça veut tout dire. T'es comme T-shirt, on est fiers. Il fallait un mot fort, un engagement fort. On a lancé le projet, on a annoncé le projet il y a 2 jours. On a déjà eu 70 demandes hier dans la journée. Je pense que les entreprises en ont envie, les salariés en ont envie. On a fait le salon du CSE cette année. Des CSE, on a vu des gens incroyables, mais on veut du slip et on veut du Made in France. Nous, on doit proposer des solutions, c'est notre devoir. Alors, un petit mot également sur la marque Shein. On en a beaucoup parlé. Marque Shein, marque Shine. On ne sait même plus comment le prononcer. Je crois que c'est Shein, la bonne prononciation. Puisque vous avez donc, comme vous l'avez dit, travaillé longtemps sur le territoire chinois. Vous avez fait partie, vous le savez, français, des premières marques à avoir quitté le BHV. Parmi les premiers d'une longue liste, comme on peut le voir désormais. J'ai trouvé la réaction très intéressante de Guillaume Gibaud, notamment sur les réseaux sociaux, qui a, d'une manière un peu provocante, dit que Shein, c'est pas le problème en fait, Shein, parce que la fast fashion a toujours existé, ça existera encore après Shein. Et puis à côté, il faut se dire que le salon du Made in France a réuni plus de 100 000 personnes. Donc on voit bien l'intérêt pour le Made in France, le savoir-faire français, et que finalement, au lieu de se focaliser sur Shein, et il y en aura d'autres, il vaut mieux mettre la lumière sur les entrepreneurs qui se battent pour produire sur le territoire français, en rappelant que nos achats sont nos emplois. Exactement. Le moins cher, il y en aura toujours. On a eu l'implantation de Zara, on a eu l'implantation d'H&M, on et a à eu l'époque, on Primark. criait, oulala. Et on criait aussi. Et d'ailleurs, si on prend du recul et on regarde malheureusement les marques qui n'ont pas tenu, qui se battaient pour le prix, elles ont toutes perdu. Jennifer a perdu. Toutes celles qui se battent pour un prix moins cher perdront. Il faut des valeurs. Le Français est particulier. C'est un combattant. Il a des idées, il croit en son pays, il est chauvin. Et donc, ce qui va le porter, c'est sa décision, c'est à lui de décider. Dans un t-shirt, on a oublié qu'il y avait un champ de coton. Voilà. Donc, le combat du prix est perdu parce qu'on a oublié ce qu'était un produit. Qu'il y avait une agriculture, une filature, un tricotage, un ennoblisseur qui teint, une confection, un logisticien, du marketing. Voilà, il y a plein de métiers derrière un t-shirt. Et c'est pour ça que fierté, c'était pour nous la façon de mettre en avant tout ce savoir-faire autour d'un produit et le point d'entrée de se dire c'est possible en France à 7,90. Et d'ailleurs, les premiers retours sont dingues. Les entreprises qui nous appellent, qui sont plutôt des gens qui font du vêtement en image, qui disent mais c'est trop bien, on en veut tout de suite. On savait pas comment faire. Ouais. Donc notre responsabilité, nous, d'industriels, et le slip est un industriel aujourd'hui, et de proposer une solution. Qu'on critique, c'est une chose, qu'on propose rien, c'est autre chose. On n'a jamais, nous, frontalement critiqué la fast fashion. En fait, c'est pas notre combat. Il est pas là, elle existe. Proposons des alternatives. Oui, le combat est ailleurs. Sinon, c'est culpabilisant, en fait. Ouais. On n'est pas en mesure... Les magasins Action sont en forte croissance, et je rappelle quand même que leur croissance, elle est liée à des situations économiques dramatiques d'entreprises qui meurent. Est-ce qu'on doit leur en vouloir ou pas ? C'est une alternative. On doit, nous, en tant que dirigeants, créateurs d'idées, de savoir-faire et d'industrie, proposer des solutions aux Français. Et c'est ce qu'on fait chaque jour. Et on recommencera dans 1 an, et on recommencera dans 6 mois. C'est notre job.
proposer des solutions, proposer des alternatives et leur donner envie d'acheter sur le territoire français. D'où ce slogan que vous répétez constamment, nos achats sont nos emplois. Expliquez aussi que ça a un impact aussi sur nos emplois, sur la vitalité d'un territoire. Bien sûr. Et on sait qu'un emploi dans l'industrie crée 2 emplois indirects. Et dans l'étude qui est sortie hier, faite par l'UIT, par KPMG, mandatée par l'UIT, on dit aussi que quand un produit importé coûte 1,8 fois plus cher qu'un produit made in France, quand on regarde l'impact sur l'environnement et sur la santé. Donc le Français, il comprend, laissons-lui le temps de comprendre, ne soyons pas culpabilisants, tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat, propose-lui des solutions, c'est Noël, il est grand, il sait ce qu'il a à faire, c'est pas des enfants, les Français. Exactement. Moi je pense qu'ils ont mieux compris que tout le monde. Quand on voit le sujet Duralex, et que quand Duralex ouvre son capital, et qu'en 2 jours il y a 20 millions d'intentions d'investisseurs, les Français, vraiment, ils ont compris. Je pense que nous, le slip, on est un outil à rebâtir. Et c'est ce qu'on va faire. Ils ont compris que Duralex, ce verre de notre enfance, était en difficulté. Et c'est vrai qu'il y a une réaction assez incroyable. Bien sûr. 20 millions d'intentions d'investir. Et également, à ce salon du Made in France, ça a été une prise d'assaut. Bien sûr. Avec des mots d'amour, avec cette envie d'acheter, de soutenir. De fierté. Et de fierté. On y revient à la fierté. Dernière petite question, Léa Marie. Pour ceux qui nous écoutent, notamment des jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer dans l'univers du textile, et qui ont toujours cette première envie de chercher un local pour ouvrir une boutique, un lieu. Au regard de votre expérience au Slip français, puis également votre expérience avant le Slip français, quels conseils avez-vous envie de leur donner en quelques mots ? De bien garder leurs valeurs, c'est-à-dire qu'il faut s'orienter vers des gens qui apportent de la valeur. Si c'est des créateurs de mode, leur métier c'est de rester créateurs. Ils ne seront pas bons vendeurs. Et il faut se faire accompagner de revendeurs qui feront mieux le job qu'eux. J'ai rencontré 2 créatrices, justement, là. J'étais marraine d'un forum sur entreprendre au féminin. Et il y a 2 créatrices d'Aubervilliers, justement, qui ont reçu le prix. Elles sont créatrices de tricotage avec Remaillé qui est à Aubervilliers. Et la première chose qu'elles me disent, oui, ça va, mais on a tellement de charges administratives qu'on cherche quelqu'un pour régler les machines. Et je lui dis, tu sais, le mieux, c'est que tu règles tes machines et t'embauches quelqu'un pour l'administratif parce que tu es profondément créatrice. Ouais. Donc, bien savoir où sont ses compétences. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup, Léa Marie. Je rappelle que vous êtes à la direction générale du Slip français avec Guillaume Gibaud. Merci. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après pour aller se balader avec Thibaut, notre French trotteur. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Et nous voilà de retour dans C'est ça la France. Nous allons partir maintenant en balade avec Thibaut, notre French trotteur. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut, le French trotteur. Qui est parti du côté des salons des maires à Paris et des collectivités locales, Thibaut. Exactement, Nathalie. Alors pour rappel, ce salon, c'est un salon parisien qui réunit chaque année élus, décideurs et acteurs de la vie locale. Un événement très vaste puisqu'il accueille aussi désormais le salon des sports et parasports ainsi que le salon de la biodiversité et du génie écologique. C'est également une occasion unique pour les entreprises françaises de présenter leurs innovations aux collectivités. Tous les secteurs sont représentés, services numériques, aménagement, mobilité, sécurité environnementale. Et le Made in France joue un rôle clé pour accompagner les mairies dans leurs projets. Parmi les solutions proposées aux élus, j'ai découvert Marianne, une application qui modernise totalement le secrétariat de mairie. Et François Lyonnais, son cofondateur, nous explique comment ça marche. L'objectif, c'est d'alléger le quotidien du secrétariat de mairie, en particulier du secrétaire général de mairie, qui est un métier en tension, un couteau suisse, avec une charge de travail assez importante. Et nous, on essaie de proposer une solution qui va faciliter justement ce quotidien, avec un partage d'informations entre le secrétariat, les élus et les agents. C'est justement une solution qui a été co-construite avec les élus et les secrétaires de mairie ? Tout à fait. On a recueilli des besoins, on a identifié des irritants qu'on retrouvait fréquemment sur différents territoires. Donc c'est plutôt orienté sur des communes petites à moyenne, plutôt rurales,
qui n'ont pas forcément d'outillage et sur lequel on propose une solution qu'on veut innovante, moderne et puis le plus simple et intuitif possible d'utilisation. Alors justement, des exemples concrets de services proposés par Marianne. Une vision partagée des événements de la commune, une possibilité de gestion de tâches, un partage de documents comme des modèles d'arrêtés, des modèles de procès-verbaux, des modèles de documents CERFA. L'idée c'est que à tout à chacun, avec un simple navigateur web, n'importe quand, je puisse accéder à cette information. Comment ça marche? C'est un système d'abonnement, c'est ça? Oui, par système d'abonnement mensuel, effectivement. Donc pas d'engagement. Si l'application ne convient pas, on peut arrêter à n'importe quel moment, se désengager. Nous, on restitue les données qui ont été renseignées dans l'application. Tout est sécurisé, évidemment, et 100% français et hébergé en France. C'est le lancement de ce produit, de ce service. Quel est votre objectif? Alors oui, tout à fait, on lance. L'idée c'est de se faire connaître. On profite du salon. C'est notre cible, évidemment. Il y a beaucoup d'élus, de maires, voire même de secrétaires des communes qui sont dans notre cible. Donc l'idée c'est de pouvoir se faire connaître et après de pouvoir renouer des contacts pour un lancement officiel de l'application tout début 2026. Donc oui, c'est tout neuf. Écoutez, merci et puis longue vie et bon lancement à Marianne. Merci beaucoup, merci à vous. Alors suite de ma visite, je suis avec Corinne Dounet, qui est conseillère municipale à Firmis dans l'Aveyron, c'est du côté de Rodez. Alors Corinne, qu'est-ce que vous êtes venue chercher ici au Salon des maires? Alors nous on a ce projet surtout d'une structure métallique pour l'école maternelle de jeu et de motricité. Pour enrichir la motricité des enfants dans l'école maternelle. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que nous étions au hall du sport, pour voir un peu ce qu'on nous conseillait. Et avec le maire, il a pris rendez-vous avec plusieurs exposants. C'est la première fois? Non, c'est la deuxième pour moi. Deuxième fois que je viens. J'étais venue l'année dernière. Et mais c'est très intéressant et c'est vrai que on voit beaucoup de choses qu'il pourrait faire pour notre commune, pour arranger un peu la commune de Firmis. C'est l'occasion aussi de rencontrer peut-être des collègues, des personnes aussi qui travaillent dans d'autres villes, dans d'autres mairies et d'échanger. Et d'échanger aussi, oui. Puis en plus, ça permet d'aller voir ou le Sénat ou l'Assemblée nationale, ce qu'on a vu ce matin. Nous avons déjeuné au Sénat et c'était très enrichissant, ainsi que la visite du Sénat. Alors on comprend bien avec Corinne, c'est un salon qui permet aux élus de se rencontrer, d'échanger, de découvrir les innovations françaises. Et je crois que c'est aussi un lieu très fréquenté par les responsables politiques, bien évidemment. Oui, justement. J'ai croisé notre ancien Premier ministre, Gabriel Attal, et je lui ai demandé ce qu'il avait le plus marqué dans ce salon. C'est évidemment le dynamisme, l'enthousiasme qu'on sent chez nos élus locaux, mais aussi tout cet écosystème qui participe de notre vie locale, avec des entreprises, des institutionnels qui s'engagent, des associations. Et, vous savez, on est dans un moment de grande instabilité politique au niveau national, et je crois que l'échelon local est aujourd'hui la stabilité rassurante dont les Français ont besoin. Voilà. Et la place des collectivités pour dynamiser le Made in France. Très important aussi, j'en parlais à l'instant d'ailleurs avec un fabricant de drapeaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sur la recommandation de Gabriel Attal, je viens découvrir Manufait. Alors qu'est-ce que c'est Manufait? Je suis avec Benjamin Robert. Vous êtes PDG de l'entreprise? C'est ça, oui. Donc du coup, je suis la 4e génération à la tête de l'entreprise. Donc on est une petite PME familiale basée à 1 heure au sud de Lyon, à Tain-l'Hermitage. Et donc voilà, depuis quasiment 100 ans, donc on fabrique des drapeaux dans notre atelier historique. Donc on essaye à travers nos produits de sensibiliser les élus, que là on a le Salon des maires, sur la fabrication française. Parce qu'on se rend compte depuis des années qu'il y a énormément de concurrence déloyale sur des entreprises qui se disent fabricantes, qui achètent des produits à l'étranger, qui réétiquettent et qui mettent et qui sont fabricants. Donc voilà, on est fabricant de drapeaux, mais aussi on essaye de sensibiliser et de montrer aux élus d'acheter français. Ouais. Qui sont vos clients? Donc les élus, mais je crois que vous avez aussi l'Élysée comme client. Oui, effectivement. Donc on va dire que les collectivités locales sont nos plus grands clients. Et après, on a d'autres marchés aussi relativement importants avec l'Élysée, avec l'Assemblée nationale, le Sénat. Donc on s'occupe de pavoiser l'extérieur et l'intérieur des bâtiments. Ouais. Et beaucoup de fabricants de drapeaux aujourd'hui en France? Des vrais fabricants, on peut les compter sur le doigt d'une main. Des vendeurs de drapeaux, il y en a beaucoup. Beaucoup trop même d'ailleurs. Je crois que vous avez le label Origine France Garantie. Oui, du coup en fait pour vraiment justifier la provenance de notre produit et surtout mettre en lumière notre main d'œuvre. Parce qu'en fait derrière nos produits, c'est des couturières, des brodeuses, des dessinateurs. Donc justement pour faire la promotion de leur activité, on a été obligé entre guillemets de faire certifier nos produits pour pouvoir avoir un appui officiel sur la provenance de notre matière et de notre main-d'œuvre. Ouais.
Justement, on parle de fabrication. Il y a une couturière qui est juste à côté de nous avec une machine. Comment on fabrique un drapeau? Alors c'est relativement simple, mais en même temps il faut avoir un bon coup de main. C'est-à-dire qu'en fait soit on achète du tissu qui est déjà teinté, par exemple le bleu, blanc, rouge, le France. On va acheter du tissu teinté bleu, blanc et rouge. On va le découper. On va assembler le bleu avec le blanc avec le rouge, et après on va faire un ourlet sur le tour. Et les finitions qui vont avec, soit monter sur une hampe en bois, soit pour monter sur un pavillon. Et après on a une autre technologie qui est de l'impression numérique. Donc pour les drapeaux un peu plus compliqués où il y a des armoiries, par exemple l'Espagne où il y a les armoiries, en fait on a des imprimantes numériques. C'est un peu le même principe qu'une imprimante de bureau, sauf qu'à la place de mettre des ramettes de papier, on a une grosse bobine de tissu blanche. Et en fait, le tissu se déroule et il y a un chariot qui vient imprimer le drapeau. Après, ça passe dans une machine qui va fixer les couleurs et après, ça part à la découpe et à la confection. Voilà. Et après, on a d'autres types de drapeaux, tout ce qui est drapeaux d'anciens combattants, où c'est des drapeaux pour le coup qui sont brodés. Ouais. Merci, on sait tout sur le drapeau. Donc on rappelle le nom de l'entreprise. Manufette, donc on est situé dans la Drôme, à 1 heure de Lyon. Voilà. Merci infiniment et bon salon. Eh ben merci beaucoup Thibaut. C'était intéressant toutes ces rencontres. Très riche, ouais. La belle édition du Salon des Mers. De toute façon, on vous retrouve, je crois, la semaine prochaine pour évoquer encore toutes ces belles découvertes. Puis là, par exemple, on a découvert une belle entreprise française spécialisée dans la fabrication de drapeaux 100% Made in France. Ça, c'est important de le dire. Ils ont évoqué le fameux label Origine France Garantie. Eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au Salon des Mers. Merci Thibaut. Merci à vous, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien.